Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, on va s'assurer que l'épice coule à fond avec Dune Imperium. Oui, je sais, je suis vraiment en retard avec cette vidéo-là. Ce jeu-là a déjà tellement fait le buzz que soit vous l'avez déjà acheté puis que vous savez déjà comment jouer ou vous l'achèterez jamais. En fait, ce jeu-là, je l'avais acheté au Canada et puis je m'étais dit, vu que j'étais en quarantaine, je vais apprendre à jouer. Comme ça, quand j'arrive ensuite, je vais faire directement une vidéo. Puis pour finir, on n'a jamais eu le temps de jouer quand j'étais au Canada et puis j'ai dû en racheter un quand je suis arrivé ici. Donc tout ça pour dire que j'ai fait ma première partie la semaine passée puis j'avais quand même envie d'en faire une vidéo puis ben c'est ma chaîne, fait que c'est moi qui décide là. Alors, allons-y, commençons par regarder la mise en place. Ensuite, je vais vous montrer comment jouer et on va finir par répondre à la fameuse question, on joue-tu à ça Dune Imperium? Donc, la première chose que vous allez faire pour la mise en place de Dune Imperium, c'est que vous allez placer le plateau au milieu de la table. Vous allez prendre le petit jeton mandate et vous allez le mettre sur son emplacement en haut ici. Ensuite, vous allez mettre les jetons alliance sur leur emplacement, les 4 qui sont ici sur les pistes d'influence. Ensuite, vous allez vous constituer un deck de conflit. Donc, vous allez voir que dès le début, vous allez avoir 4 cartes 1, 10 cartes 2 et puis 4 cartes 3. Donc, comment vous allez constituer votre pioche? C'est que vous allez en prendre un de niveau 1 au hasard. Et dessous, vous allez placer 5 au hasard, encore une fois, de niveau 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, vous allez mélanger les dernières cartes du niveau 3 et vous allez les mettre dessous la pioche. Puis une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir placer votre deck constitué ici sur l'emplacement dédié. Ensuite, vous allez donner tous les jetons de la couleur choisie par les joueurs. Moi, je suis en train de mettre en place une partie à 3 joueurs, donc je vais vous montrer où on va placer ces différents jetons-là. Donc, les drapeaux et les cubes, vous pouvez donner ça aux joueurs. Ensuite, le petit marqueur combat ici, vous allez le placer sur le 0 ici au-dessus de la piste de combat. Vous allez prendre un des petits marqueurs et le placer sur la piste de score sur le 0. Si vous jouez à 4 joueurs, alors vous allez placer tout le monde à 1 point. Et le deuxième, vous allez pouvoir le garder parce qu'on va en avoir besoin pour plus tard, je vous expliquerai. Vous verrez qu'on a 3 jetons agents. On commence avec 2, donc le troisième, vous pouvez le mettre à quelque part à côté du plateau. Et puis dans votre mise en place, vous allez placer 3 cubes de votre couleur, donc dans le cercle qui est le plus proche de où vous êtes assis. Donc 3 cubes pour chaque joueur. Aussi, chaque joueur va prendre un de ces cubes et va les placer sur chaque piste, donc tout en bas de chaque piste d'influence de les 4 différentes familles. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait la même chose avec les 2 autres couleurs. Et puis ensuite, on va prendre le deck Intrigue, on va le mélanger. Et on va le placer à côté de l'aire de jeu, donc on peut mettre ça ici. Ensuite, on va créer notre main de départ, notre deck de départ. Si jamais vous mélangez les cartes avec le reste des cartes puis vous voulez vous souvenir c'est quoi les cartes de départ, vous verrez qu'il y a un petit symbole ici avec une flèche, donc ça montre que c'est les cartes de départ. Donc dans notre main de départ, on a 2 cartes dague, 2 cartes argument convaincant, 2 cartes Dune, la planète des sables, une carte chevalière, une carte reconnaissance, une carte à la recherche d'alliés et une carte diplomatie. Donc, une fois que vous avez votre deck de départ, vous le mélangez et puis vous mettez ça de côté, à côté de votre plateau de joueurs. En parlant des plateaux de joueurs, vous allez pouvoir donner un personnage à chaque joueur. Notez qu'à côté du nom des personnages, vous avez 1, 2 ou 3 petits, je sais pas, des soleils, je sais pas trop c'est quoi ces symboles-là, mais bref, c'est pour vous montrer la complexité du personnage. Donc, si c'est votre première partie, on vous suggère de prendre un des 4 personnages avec un petit symbole. Comme vous pouvez voir sur le plateau de joueurs, on nous indique où placer notre deck et où placer notre défausse. Donc bien sûr, la carte, le deck de départ qu'on vient d'avoir, on pourra le placer ici à gauche de notre plateau de joueurs. Vous allez aussi séparer du deck principal toutes les cartes qui sont avec un fond blanc ici sur le texte. Comme vous pouvez voir ici, c'est noir en arrière et puis ici c'est blanc. Donc ceux en blanc, vous allez les séparer et puis vous allez les mettre ensemble, donc par type. Donc il y a soit l'épice doit couler, donc ça vous pouvez les mettre de côté. Il y a aussi l'espace plissé et le contact d'Arrakis. Donc ça vous fait 3 pioches ici qui ne font pas partie du jeu de la pioche centrale. Donc tous les autres cartes, on va bien les mélanger et on va dévoiler les 5 premières cartes qui seront un peu donc le marché où on pourra acheter nos prochaines cartes pour mettre dans le jeu. Vous pouvez aussi vous faire une petite réserve de Solari, épices et de l'eau. Vous verrez que pour l'épice et pour le Solari, on a 2 formes différentes. Donc le plus petit, ça vaut 1 et le plus grand vaut 5.
En plus de tout, chaque joueur va commencer avec une ressource d'eau, donc on peut donner ça à chaque joueur. Et pour finir, on va déterminer aléatoirement un premier joueur, on va lui donner ce petit jeton. Et voilà, donc comme ça, vous êtes prêts à commencer une partie de Dune Imperium. Donc Dune Imperium est un jeu de deck building qui se joue en plusieurs manches. Chaque manche va être constituée des étapes qu'on retrouve ici. Donc un début de manche, tour des joueurs, combat, faiseur et ensuite rappel. Le jeu va se terminer soit de deux façons, soit si vous finissez tout le deck de conflit, donc au plus long ça peut être 10 manches, ou si un joueur réussit à faire 10 points dans la partie. Donc au moment où le joueur traverse la ligne ici, il déclenche la dernière manche. Donc on va terminer la manche et à la fin de cette manche-là, on regarde qui est le plus en avant et cette personne-là va gagner la partie. La piste sur le jeu va jusqu'à 12, mais bien sûr si quelqu'un aurait plus que 12 points, on les compte quand même. Si jamais il y a une égalité en fin de partie, on va regarder quel joueur a le plus d'épices, ensuite de Solari. Ensuite, si c'est encore égalité, celui qui a le plus d'eau. Et si c'est encore égalité, on va regarder qui a le plus de troupes en garnison. Et si c'est encore égalité, ben à ce moment-là, vous allez partager la victoire. Et puis, vous allez remarquer à quel point c'est fou que vous ayez fait la même chose toute la partie. Donc, la première étape, le début de manche, c'est très simple. Vous allez retourner la première carte, donc la carte conflit du dessus du paquet, la révéler, la montrer à tous les joueurs. Et chaque joueur va prendre son deck et prendre les 5 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc ça sera sa main pour cette manche-ci. Ensuite, on va passer à la deuxième partie qui est le tour des joueurs. Donc, en commençant par la personne qui détient le marqueur premier joueur, cette personne-là devra choisir de faire un tour agent, donc avec les petits jetons qu'on a ici, dans les deux agents qu'on a en début de partie, ou un tour révélation qui veut dire que vous allez montrer vos cartes. Regardons ce que ça fait de jouer un tour, donc de faire un tour agent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre jeton et on va le placer à quelque part sur le plateau de jeu. Nos choix de lieu pour envoyer notre agent va dépendre des cartes qu'on a en main. Comme vous pouvez voir sur les cartes, on a des symboles qui sont les mêmes symboles qu'il y a sur le plateau de jeu. Donc par exemple, dans ce cas-ci, dans les cartes que moi j'ai en main, je pourrais soit l'envoyer sur un emplacement hexagonal verte ou sur un triangle jaune. Il faut savoir que si, par exemple, je choisis de l'envoyer sur l'emplacement vert ici, c'est que je choisis de faire le haut de la carte. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a même la moitié d'un symbole d'agent. Donc, il ne va rien se passer. C'est simplement pour me permettre de le placer à cet endroit-ci. Je ne pourrai pas l'utiliser pour faire l'action qui est en dessous. Les actions qui sont dans la deuxième partie des cartes ici, donc en bas, ça va être réservé pour toutes les cartes qu'on va jouer dans la phase révélation, donc dans notre tour révélation. Donc, par exemple, disons que moi, je décide de jouer cette carte-ci avec mon agent pour pouvoir envoyer mon petit agent sur l'emplacement qui est ici, où on retrouve le triangle. Donc, je mettrai mon petit agent ici et je prendrai les récompenses qui sont à droite. Donc, dans ce cas-ci, ce serait de prendre un épice et ce symbole-ci, je vais vous l'expliquer plus tard, mais ça veut dire que potentiellement, il pourrait y avoir plus d'épices sur cette case-ci. Pour le moment, il n'y en a qu'une, donc je prendrai un épice dans la réserve. Donc, la carte que j'aurais utilisée pour envoyer mon agent là-bas, elle est utilisée. Je ne pourrais pas, par exemple, l'utiliser plus tard pour faire l'action de la phase révélation. Celle-ci, elle est utilisée. Je la mets dans ma zone de jeu. Je ne la mets pas encore dans la défausse parce qu'il ne faudrait pas qu'elle se remélange avec les autres cartes dans la défausse. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle faire un tour agent. Comme vous pouvez voir ici, certains emplacements demandent d'avoir un certain symbole et aussi de payer une ressource. Donc, si j'aurais voulu envoyer mon agent ici pour avoir une meilleure récompense d'épices, par contre, j'aurais dû payer un eau à la banque. Je vais vous expliquer ce que chaque emplacement vous permet de faire dans un instant, mais je voulais d'abord regarder la deuxième partie du tour des joueurs qui est de jouer un tour révélation. Lorsque vous n'avez plus d'agents parce que vous les avez déjà tous joués, ben, ça veut dire qu'au prochain tour, quand ce sera à vous, vous devrez jouer alors un tour révélation. Donc, lorsque vous jouez un tour révélation, vous allez regarder par exemple ce symbole-ci, ça veut dire ça va vous permettre d'acheter des nouvelles cartes pour mettre dans votre deck. Donc, si on regarde ici, moi j'ai 4 de total donc de points d'achat. Donc, je vais venir ici et puis je vais regarder le prix des cartes qui est indiqué en haut à droite. Et je vais pouvoir m'en choisir une ou plusieurs, dépendamment du nombre que je peux dépenser. Vous remarquez qu'ici, les 3 piles ici, exemple les cartes contact d'Arrakis, ils sont toujours disponibles. Tandis qu'en haut ici, peut-être que les valeurs seront tous trop élevées pour que moi je puisse acheter une carte. En plus de ça, sachez que la pioche ici va toujours se rafraîchir. Donc par exemple, si moi, avec mes 4 points d'achat, je décide d'acheter l'éclaireur ici,
qui coûte seulement 1, ben, je peux immédiatement le remplacer et voir, comme dans ce cas-ci, cette carte-ci me coûte 3, donc je pourrais avoir les deux comme ça. Puis les cartes qu'on achète, on va les mettre immédiatement dans notre défausse. On ne va pas les mettre sur le dessus de notre deck. En plus de ça, dans notre tour de révélation, on va regarder combien de symboles de combat on a sur nos cartes en bas ici. Donc moi, dans ce cas-ci, j'en ai 2. Donc moi, je suis le joueur vert. Je vais placer mon petit marqueur sur le 2. Puis comme vous pouvez voir ici, la petite légende qui est ici, ça nous dit donc ces symboles-ci, ça vaut 1 point. Si on avait des petits soldats qui sont dans la zone de combat, eux, ils valent 2 points chaque. Donc ça veut dire que si j'avais eu exemple comme ceci, donc les joueurs seraient comme ça, ben moi je serais à 4 et le joueur rouge serait aussi à 4. Ça, c'est bien sûr si le joueur rouge n'avait aucune carte avec des symboles rouges en bas. Donc maintenant, regardons ce que les différents lieux sur le plateau nous permettent de faire en envoyant un agent sur ces zones-là. Donc regardons d'abord les 4 zones avec les cercles bleus. Donc bien sûr, ça nous prendra une carte avec un cercle bleu pour nous permettre d'aller là-bas. La première qui est ici, on voit qu'il y a un petit symbole ici avec un carré blanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre un cube de votre réserve puis vous allez l'ajouter à votre garnison. En plus de ça, on voit qu'il y a une ressource d'eau, donc on va prendre ça et l'ajouter à notre jeu. Par contre, comme vous pouvez le voir ici, ça nous prend au moins 2 d'influence, donc dans la famille Freeman, pour pouvoir utiliser cette action-là. On va y revenir dans un instant. La deuxième action ici, donc pour venir se placer ici, on a besoin de ce cercle bleu, en plus de devoir payer 2 ressources d'eau. Et ce symbole ici avec les cartes vertes, ça veut dire que ça va nous permettre de piocher une carte additionnelle sur le dessus de notre deck. Donc ça veut dire que ça, on va les ajouter directement à notre main, qu'on pourrait les utiliser dans cette même manche. Donc dans ce cas-ci, dans la station de recherche, on va en prendre 3 cartes sur le dessus de notre deck. Bien sûr, si vous n'avez plus de cartes sur le dessus de votre deck, vous allez tout remélanger votre défausse et la remettre dans votre zone de deck. Si on envoie un de nos agents en haut ici à Carthage, on va prendre encore une fois un cube qu'on va ajouter à notre garnison. Et en plus de ça, on va se prendre une carte intrigue. En parlant des cartes intrigue, je vais vite vous montrer ce que c'est. Donc, il y a 3 types de cartes intrigue, donc les jaunes, les rouges et les bleus. Les jaunes, c'est des cartes complot qui peuvent être utilisées à tout moment pendant votre tour dans la manche. Les cartes rouges, donc les cartes combat, doivent être utilisées au moment où on passe à la phase combat d'une manche. Et ensuite, il y a quelques cartes intrigue qui sont des cartes fin de partie. Donc ça, c'est des cartes qui vont vous donner des points à la fin de la partie si vous réussissez à faire ce qui est écrit sur la carte. Et le dernier emplacement en haut ici va vous permettre, encore une fois, de placer une troupe dans vos garnisons, un cube de votre réserve dans votre garnison. Et en plus de ça, vous pouvez piocher la carte du dessus de votre deck. Maintenant, regardons les 5 emplacements verts. Donc, encore une fois, il faudra envoyer un agent avec la carte, avec le symbole vert ici. On va envoyer un agent. Donc, le plus simple ici, c'est le hall de l'oratoire. Donc, ici, très simple, on va envoyer une troupe dans notre garnison. Et en plus de ça, il y a un petit symbole ici qui va dire qu'à la fin lorsqu'on fera notre tour de révélation, on aura un point additionnel pour acheter des cartes. Si on vient ici à la case « Rallier les troupes », donc il faut en plus de ça payer 4 Solari et ça va nous permettre de mettre 4 troupes dans notre garnison. Donc très bien si vous voulez justement compter sur le combat ce tour-ci. On a la case ici « Mentat », donc il faut payer 2 Solari et avoir le symbole pour venir ici. Ça vous permet de prendre la carte au-dessus de votre deck et en plus de ça, vous pouvez prendre le petit général qui est ici et lui, il va vous servir d'agent que vous allez pouvoir utiliser pendant la manche. Donc, ça vous fait un agent additionnel que vous pourrez utiliser pendant la manche. À la fin de la manche, bien sûr, vous devrez le retourner sur cette case-ci. Une fois par partie, vous avez le droit de venir sur les 2 prochaines cases, donc Maître d'armes et Haut conseil. Si vous décidez de venir sur la case Maître d'armes, ça veut dire que vous devez payer 8 Solari, mais par contre, ça vous débloque votre 3e agent. Donc, vous pouvez immédiatement le remettre dans votre jeu et à partir de maintenant, à chaque manche, vous aurez 3 agents au lieu de 2. Et pour finir, si vous décidez de venir ici sur le Haut Conseil, encore une fois par partie, vous pouvez payer 5 Solari pour placer votre autre marqueur de votre couleur et le mettre ici pour indiquer qu'à partir de maintenant, à la fin de chaque manche, lorsque vous ferez votre tour de révélation, vous aurez toujours un 2 de plus, un 2 de bonus pour pouvoir acheter des cartes. Maintenant, il y a 5 emplacements avec le petit triangle jaune ici. Le premier qui est ici, très simple. Si vous venez ici, vous prenez simplement 3 Solari. Si vous venez sur la case ici, ça vous permet d'échanger de l'épice contre du Solari. Donc, bien sûr, en respectant la grille qui est là. Donc, si vous donnez, par exemple, 3 épices, vous allez recevoir 8 Solari.
Donc, il y a aussi 3 autres emplacements sur le désert qui a le symbole donc, du triangle jaune. Ils vous permettent toutes de pouvoir prendre de l'épice. Vous remarquez que plus vous prenez d'épices, plus vous devrez payer de l'eau. Je vais maintenant vous expliquer ce que c'est ce symbole ici, donc le symbole faiseur qu'on appelle, même si ce n'est pas à ce moment-ci que ça s'activerait dans la manche. En effet, comme vous pouvez voir, le marqueur ici faiseur, ça arrive vraiment à la fin de la manche, donc après les combats. Mais je vais quand même vite vous expliquer ce que ça veut dire. Donc une fois qu'on aura fait les combats, je sais qu'on n'a pas encore parlé de combats, mais une fois qu'on aura fini les combats, on va vite faire la partie faiseur qui va concerner les 3 cases qu'on vient de voir. Donc on va regarder quels emplacements n'ont pas été occupés pendant cette manche-ci et on va ajouter un épice additionnel. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, moi, j'ai mon agent ici, donc on n'en rajoute pas, mais ceux-ci, je mettrai une ici et une ici. Donc, ça veut dire lors de la prochaine manche, si quelqu'un vient sur un de ces emplacements-là, il prendra 2 plus 1, donc 3 épices. Sachez aussi, je ne l'ai pas encore mentionné, mais bien sûr, on peut toujours avoir qu'un agent sur un emplacement. Donc, si moi, je viens sur cette case-ci, mon adversaire n'aurait pas le droit de venir se placer sur la même case. À moins, bien sûr, d'avoir une carte ou un pouvoir qui vous permet de faire ça. Donc maintenant qu'on a regardé toutes les actions sur ce côté-ci du plateau, juste avant d'aller sur les actions des familles qui sont ici, j'aimerais juste que vous portiez attention à la petite distinction qu'on voit sur donc, cette section-ci qui est au désert. Si vous regardez dans le coin inférieur droit ici, il y a un petit symbole de combat, donc le même que celui-ci, alors que sur les cases en haut ici, il n'y a pas ce symbole-là. Donc, regardons ce que c'est cette distinction-là. Donc, lorsque vous êtes sur une case où il y a ce symbole de combat en bas à droite, ce que ça veut dire, c'est que vous avez le droit, en plus de faire l'action qui est décrite ici, d'envoyer 1 ou 2 de vos soldats dans le combat. Vous pouvez bien sûr choisir d'en envoyer aucun, mais jusqu'à 2 soldats. Donc, refaisons vite l'exemple. Disons que moi, je viens me placer ici. Je peux choisir de faire les actions dans l'ordre que je veux. Donc, je prends un cube que je vais ajouter à ma garnison. Et en plus de ça, je peux en envoyer 2 au combat. Je peux bien sûr choisir de, en plus de ça, envoyer celui que je viens juste de sélectionner dans ce tour-ci. Donc, je vais vite refaire l'exemple parce que c'est quelque chose qui est très important et puis c'est pas la chose la plus intuitive. Donc, je viens me placer ici, je prends mon eau. En plus de ça, j'ai le droit de prendre un soldat puis l'ajouter à ma guérison. Ce soldat-là, vu que je suis sur une case combat, je peux l'envoyer directement au combat. En plus de ça, vu qu'il y a ce symbole combat, je peux envoyer jusqu'à 2 troupes au combat. Encore une fois, j'aurais pu en envoyer 1, j'aurais pu en envoyer 0, mais je peux en envoyer jusqu'à 2. Si ici, on avait 3 cubes en plus de ce symbole-là, ça veut dire que je pourrais envoyer 3 troupes en plus de jusqu'à 2 qui étaient déjà dans ma garnison, donc pour un total maximum de 5 troupes au combat. Pourquoi est-ce que c'est très important de faire cette distinction-là? C'est que, par exemple, si j'étais venu sur la case « Rallier les troupes », j'aurais pu prendre jusqu'à 4 soldats que j'aurais placés directement dans ma garnison. Donc voilà, ils sont placés les 4 là. Par contre, vu qu'on n'a pas le symbole combat, je ne peux pas décider d'en envoyer au combat. Ça veut juste dire que je suis en train de renforcer ma garnison pour peut-être plus tard en envoyer plusieurs au combat. Maintenant, regardons les actions qui sont sur les différentes familles ici. Donc, il y en a 2 pour chaque famille. C'est en général des actions qui sont beaucoup plus difficiles à faire. Pourquoi? Parce qu'on a moins souvent ces symboles sur les cartes. Comme vous pouvez voir dans notre deck de départ, il n'y a que 2 cartes qui vous permettent d'aller là, donc diplomatie et à la recherche d'alliés. Mais par contre, comme vous pouvez voir ici, la carte à la recherche d'alliés dit, aussitôt que vous la jouez, vous devez la détruire. Lorsqu'on vous demande de détruire une carte, ça veut dire que vous la sortez complètement du jeu. Certains pourraient croire, ben c'est nul de détruire une carte. Oui, puis non. Dans ce cas-ci, c'est pas idéal parce qu'on aimerait bien avoir ces emplacements-là, mais de détruire une carte, surtout plus la partie avance, ça veut dire que vous allez aussi optimiser votre deck. Au début, les cartes comme par exemple celle-ci, c'est pas une très bonne carte. Ça vous permet simplement d'aller à un lieu et ça vous donne un point. Si plus tard, vous êtes capable de détruire cette carte-là, et puis de toute façon, vous allez prendre des meilleures cartes, ben, ça va vous permettre d'avoir moins de cartes poubelles, comme on appelle, lorsqu'on va prendre 5 cartes dans notre deck. Donc, regardons les 2 actions qui sont ici. Donc, si je viens ici, je vais pouvoir envoyer jusqu'à 2 troupes de ma garnison au combat. Je ne vais pas en rajouter de la réserve, mais je peux en envoyer jusqu'à 2. Et en plus de ça, je vais me prendre un eau. À tout moment, lorsque vous venez sur une des cases ici des familles, vous allez aussi monter votre cube d'influence. Si vous arrivez où il y a le symbole de point de victoire, vous allez vous donner ce point de victoire-là immédiatement. Plus tard dans la partie, c'est possible que vous allez descendre sur la piste ici. Ben à ce moment-là, vous perdez le point de victoire.
Plus tard dans la partie, si vous venez sur cette case-ci et que vous dépassez la ligne jaune, vous allez pouvoir prendre le jeton Alliance s'il n'y a pas un autre joueur qui l'a déjà pris. Et ça veut dire que ça va vous donner un point de victoire bonus. Donc, vous prenez ce point de victoire-là immédiatement. Mais attention, si un autre joueur plus tard dans la partie vous dépasse sur cette piste-là, il vous vole ce point de victoire. S'il y a une égalité, ben, celui qui l'avait déjà le garde. Donc, bien sûr, si vous montez jusqu'en haut de la piste, personne ne peut vous voler le jeton. En plus de prendre le marqueur d'alliance, tous les pistes auront une petite récompense lorsque vous croisez cette ligne jaune. La deuxième case ici, dans les cases bleues, les cases Fremen qu'on appelle, va vous permettre d'ajouter 2 cubes à votre garnison, en plus de pouvoir en envoyer jusqu'à 2, donc encore une fois, jusqu'à un maximum de 4 dans ce cas-ci. Souvenez-vous aussi que je vous avais dit qu'il y a une case ici, donc Siege Taber, c'est très clair, ça vous demande d'avoir au moins 2 d'influence avec les Fremen. Ça veut dire que si vous êtes au moins ici, ben, vous avez le droit de venir sur cette case-ci. Par contre, si je n'avais pas au moins 2 d'influence ici, je n'aurais pas accès à cette case. C'est la seule case qui demande un minimum d'influence, mais vous regarderez, certaines cartes vont aussi vous demander des fois un minimum d'influence dans une certaine famille. Donc, dans les 2 emplacements violets ici, donc les Bene Gesserit, il y a 2 choses qu'on peut faire si on vient se placer ici. Encore une fois, hein, on va augmenter sur la piste d'influence. On va prendre une carte intrigue. Et en plus de ça, chaque joueur qui aurait 4 cartes intrigue ou plus devront vous en donner une que vous pouvez choisir au hasard. Donc par exemple, si moi je viens ici et mes 2 adversaires ont 4 cartes, moi je peux en prendre une de leur intrigue au hasard. Donc ça peut vraiment valoir la peine si vous êtes en retard sur les autres joueurs avec les cartes intrigue. La deuxième case, qui est sélection génétique, ici, va vous coûter 2 épices pour pouvoir aller là. Et en plus de ça, va vous permettre de détruire une carte pour ensuite piocher 2 cartes sur le dessus de votre deck. Quand vous voyez une petite flèche ici, c'est que ça veut dire, c'est pas optionnel, ça veut dire que vous êtes obligé de détruire une carte pour pouvoir avoir accès à cette chose qui est là. Vous verrez, il y a aussi cette flèche-là sur des cartes. Donc par exemple, dans ce cas-ci, si je voudrais avoir accès à cette récompense-ci, je devrais faire cette chose-là qui est à gauche. Donc ici, même chose, si on dépasse la ligne, on prend le jeton Alliance et en plus de ça, lorsqu'on croise cette ligne-là, on peut prendre une carte intrigue. Donc, la troisième famille en haut ici, donc le guild spatial, cet espace-ci, vous voyez, il y a une petite carte ici, on n'a pas encore vu ce symbole-ci. Ça veut dire que vous pouvez prendre une carte donc dans les 3 piles toujours dévoilées qu'on met au début de la partie, hein, que je vous avais montré avec le fond blanc. Il y a cette carte-ci qui s'appelle espace plissé. Comme vous pouvez voir, cette carte-là vous donne accès à tous les lieux sur la carte, mais par contre, lorsque vous allez la jouer qu'une seule fois. Donc, par exemple, si j'achète cette carte-ci en allant sur cette case-là, je vais la mettre dans ma défausse. Une fois qu'il revient dans mon deck, au moment où je prends cette carte-ci, je peux jouer cette carte-là avec un agent, aller sur n'importe quelle case. En plus de ça, piocher une nouvelle carte du dessus de mon deck, mais à partir de ce moment-là, cette carte-là sera détruite. On va la sortir du jeu. Et la case qui est au-dessus, long courrier, c'est la case la plus agressive, disons. C'est celle qui envoie le plus de troupes dans notre garnison. Donc, on en ajoute 5. Par contre, ça coûte 6 épices. Donc, on va ajouter 5 troupes et en plus, on va se prendre 2 os. Et on peut en ajouter jusqu'à 2 en plus si on les avait déjà dans notre garnison. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est la case la plus agressive parce que ça vous permet, si vous aviez déjà 2 troupes dans votre garnison, d'en envoyer jusqu'à 7 au combat. Lorsque vous montez ici sur la piste d'influence. En arrivant ici, vous prenez 3 Solari. Et puis finalement, la dernière famille qui est en haut ici, lorsque vous venez sur la case richesse, vous allez simplement prendre 2 Solari. Et lorsque vous arrivez sur la case qui est en haut, celle-ci, vous devrez payer 4 épices, en plus d'avoir le symbole. Et elle vous donne 5 Solari, 2 soldats que vous mettez dans votre garnison. Par contre, regardez bien, ici, il n'y a pas de symbole combat. Et pour finir, vous allez prendre une carte intrigue. Donc voilà, je vous ai montré toutes les actions possibles sur ce plateau de jeu. Bien sûr, une fois qu'on connaît les symboles, c'est très intuitif. Vous voyez, vous regardez, vous savez directement ce que vous avez droit en allant sur cette case-là. C'est vraiment juste une question de comprendre les symboles. Donc, comme je l'avais expliqué, une fois que vous avez tous placé vos agents, vous passez à le tour de révélation, vous montrez vos cartes, vous achetez vos cartes. Donc, une fois que tous les joueurs ont acheté leurs cartes, on va maintenant passer à la phase combat. Donc, pour la phase combat, on va additionner le nombre de cubes qu'on a au combat. Donc, exemple, dans ce cas-ci, moi j'en ai 5, ça me fait 10 points. 4 points pour le rouge et 2 points pour le jaune. On va y ajouter nos cartes révélées avec les symboles de combat. Donc, par exemple, moi j'en ai 1, le jaune en avait beaucoup, il y en avait 3, et le rouge n'en a pas. C'est aussi à ce moment-ci qu'on pourrait jouer des cartes intrigues de combat où on pourrait faire avancer le marqueur aussi. Vous ferez attention parce qu'il y a des cartes intrigues qui vont jusqu'à 7
de symbole d'épée. Donc, c'est pas parce que vous avez une grosse avance que c'est fini. Le jaune pourrait avoir cette carte-là, la jouer maintenant, il ferait plus 7 et puis il passerait devant moi. Une fois que tous les points sont additionnés sur le combat, on va regarder qui va avoir la récompense qui est ici. Donc, on a une première place, deuxième place, troisième place. Sachez que si vous jouez à 3 joueurs, on n'accorde pas la troisième place. Donc, ça, c'est vraiment si vous jouez à 4. Si vous jouez à 2 joueurs, alors le premier joueur va prendre la première récompense et le deuxième joueur va quand même prendre la deuxième. Donc, il y a des règles très spécifiques en cas d'égalité. Donc, si par exemple, on avait ce cas-ci, on avait 2 personnes qui sont en égalité pour la première place, alors ce qu'on fait, c'est qu'on n'attribue pas la première place et on attribue la deuxième place. Donc, dans ce cas-ci, les 2 joueurs qui seraient ici prendraient une ressource d'eau et le joueur qui est deuxième prendrait la troisième récompense. S'il y a une égalité pour la deuxième place, par exemple, dans ce cas-ci, encore une fois, si on fait une partie à 3 joueurs, alors moi, je prendrais mon point de victoire et les 2 joueurs qui sont à égalité prendraient un épice. Ils prendraient la récompense qui est en dessous. Si jamais vous voulez être rassuré parce que vous ne vous souvenez plus c'est comment ces règles-là, il y a vraiment une section dans le livre des règles qui parle d'égalité en cas de combat. Donc, une fois que vous avez résolu le combat, vous pouvez remettre les marqueurs à 0 et tous les cubes, donc les soldats qui ont été utilisés, retournent dans la réserve et non dans la garnison. Et sachez que si jamais vous auriez plus que 20 points, vous pouvez toujours retourner le petit marqueur que vous avez ici pour indiquer que vous êtes, exemple, ici à 23 points. Maintenant qu'on a fini la phase combat, on passerait à la phase faiseur, qui, comme je vous avais montré, c'est de rajouter les petits jetons épices sur les cases où il n'y avait aucun agent. Et finalement, on arriverait à la case rappel. Donc, on prendrait toutes les cartes qu'on a utilisées ce tour-ci, on les mettrait dans notre défausse et on reprendrait aussi tous nos agents. Et ça mettrait donc fin à la manche. Donc, bien sûr, pour le début de la deuxième manche, on retournerait une nouvelle carte conflit et on reprendrait 5 cartes de notre deck. S'il n'y en a plus, on remélange notre défausse, on constitue notre nouveau deck et on continue comme ça. Il y a encore 2-3 petites choses que je voulais vous expliquer. Il y a des symboles que je ne vous ai pas encore montrés. Par exemple, ce symbole-ci, donc qu'on appelle la chevalière. Tous les joueurs auront dans leur possession la carte chevalière. Ce qu'elle vous permet de faire, c'est de faire l'action spéciale de votre personnage. Chaque personnage est unique. Dans ce cas-ci, moi qui avais Paul Atreides, ça me permettrait de piocher une carte sur le dessus de mon deck. Vous remarquerez aussi qu'éventuellement, vous allez tomber sur des cartes qui sont écrites « lien avec le nom d'une famille ». Ce que ça veut dire, c'est que si dans votre main, donc ça veut dire que dans les 5 cartes que vous avez piochées, vous avez une carte de cette famille ici, donc moi dans ce cas-ci, j'en ai une, j'ai une carte Freeman ici, elle me donne accès à ces récompenses-là. Si je l'utilise, bien sûr, si je n'utilise pas la carte pour l'action qui est au-dessus, si je l'utilise pour la carte, le tour de révélation, alors j'aurai aussi ce petit bonus. Si je n'ai pas de carte Freeman dans ma main, alors je n'ai pas accès à cette récompense-là. On a aussi la même chose avec l'alliance. Quand on parle d'alliance, ça veut dire que vous avez le jeton de l'alliance. Donc, dans ce cas-ci, si moi j'avais l'alliance avec le guilde spatial, je pourrais décider de payer 3 épices pour avoir un point de victoire. Si je n'ai pas le jeton de l'Alliance, alors je n'ai pas accès à cette récompense-là. Donc voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour jouer à Dune Imperium. S'il y a quelque chose qui n'était pas clair dans toutes ces règles-là, mettez-les dans les commentaires et puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors maintenant, c'est le temps de répondre à la fameuse question, on joue-tu à ça Dune Imperium? Alors la première chose que je voulais dire, c'est que je connais rien de cet univers-là, j'ai jamais vu le vieux film, j'ai jamais lu les livres, j'ai même jamais eu le pitch de l'histoire. Ceci étant dit, j'ai très hâte de voir le film de Denis Villeneuve, mais ça c'est plus parce que cet homme est un génie et pas parce que je suis intéressé par l'univers Dune. Bref, tout ça pour dire que le jeu en soi ne m'intéresse pas plus que ça. J'avoue que si c'était pas du fait que tout le monde en parle dans toutes les sphères ludiques, je serais sûrement passé à côté. Même si on parle visuellement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plateau de jeu, il n'y a pas beaucoup de place pour les illustrations, puis ça peut être un jeu qui a l'air très intimidant. C'est le genre de jeu que je pense qu'il doit refroidir beaucoup de personnes parce que quand on voit ce plateau de jeu, on se dit « Mon Dieu, ça doit être un jeu expert plus ». En réalité, c'est un jeu que si on est à l'aise avec du deck building, c'est très simple. Heureusement, comme je le mentionne dans la vidéo, c'est sûr qu'une fois qu'on connaît tous les symboles, il y a tout qui est très clair. J'ai fait des parties à 4 joueurs, puis même une fois qu'on a expliqué les règles à tout le monde, on n'est pas toujours obligé de revenir sur c'est quoi déjà qu'on fait quand on vient ici. Non, c'est tout très clair. Si on regarde maintenant au niveau du gameplay, je vous avoue que moi je suis déjà un fan d'avance parce que j'ai toujours aimé un bon jeu de deck building. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai acheté Dune Imperium le même jour que j'ai acheté Clank sans du tout savoir que c'était du même créateur. Et puis j'avoue franchement qu'une fois que j'ai joué aux 2 jeux, je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de similarités, beaucoup de ressemblances entre les 2 jeux. Donc comme j'ai dit, j'ai joué à Dune à 4 joueurs et j'ai fait aussi une partie à 2 joueurs. Je
je peux vous dire que j'ai préféré de loin jouer à 4 joueurs. Quand on joue à 2 ou à 1, bien sûr, on doit jouer avec un automa, ce qui est à dire un joueur neutre, donc qui va aller se placer sur certains emplacements et puis qui va aussi participer au combat. J'avoue que ça ajoute un élément qui est un peu trop aléatoire, ce que j'aime pas, parce que tout d'un coup, pour aucune raison, il va sortir une grosse attaque militaire, alors que toi, tu pensais peut-être gagner haut la main le combat. Donc ça, c'est un peu frustrant parce que ça sort un peu de nulle part. Mais à 4 joueurs, j'ai adoré l'expérience. Puis je vous avoue que c'était pas nécessairement plus long une partie à 4 qu'à 2. C'est un jeu qui est très fluide. Le fait qu'une partie à 4 joueurs, on commence tout sur 1 point, ça fait qu'on arrive plus vite à 10 points. Je pense que ça paraît, puis ça rend le jeu aussi beaucoup plus fluide. On pourrait se dire c'est juste un petit point, ça change rien. Mais oui, mais sur un jeu où pour gagner, ça prend 10 points, ça fait toute la différence. Puis je vous avoue que c'est quelque chose que j'ai trouvé assez cool, le fait d'avoir justement pas beaucoup de façons de faire des points. Donc on va vraiment se battre pour ces petits points-là. On est tellement rendu habitué maintenant avec les jeux de nos jours d'avoir des parties à 150 à 142 points que c'était assez rafraîchissant de dire ok, ben toi tu arrives à 10, tu as gagné. Donc voilà pour ma recommandation finale. Si vous êtes un fan de deck building et puis qu'en plus de ça vous êtes attiré par l'élément de pose d'ouvrier et qu'en plus de ça vous êtes fan de la thématique Dune, ben c'est sûr que je vous recommande Dune Imperium, surtout à 3 ou à 4 joueurs. Si vous comptez jouer majoritairement à 2, peut-être essayer Clank à la place, qui est un meilleur jeu selon moi à 2 joueurs que Dune Imperium, mais dans les deux cas, vous allez avoir un bon jeu de deck building. C'est tout pour moi cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes fan de jeux de société et que vous ne voulez pas manquer les vidéos qui s'en viennent. Aussi, n'oubliez pas de m'envoyer vos vidéos On joue-tu, comme ça je peux les mettre à la fin de mes vidéos. Et pour finir, il est encore possible de participer au concours 2500 abonnés. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en privé pour me dire « Mais pourquoi tu mets toujours une image de le concours de 2000 abonnés? » C'est parce que j'en parle de ce deuxième concours-là dans cette vidéo-là. Écrivez-moi pas en privé pour me dire le code ailleurs. Ça, c'était pour le concours 2000 abonnés qui est passé. Mais si vous allez regarder cette vidéo-là à la fin, je vous explique comment participer au concours 2500 abonnés. Et puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de... Hey, on joue-tu?